mission d'animer et de mobiliser notre milieu, notre communauté, dans le fond, à passer à l'action en termes de développement durable. Et avec ces années-là, ça nous a amené, v'là 2 ans environ, à mettre en action notre projet en route vers la carboneutralité. Tantôt, Karine, elle va pouvoir un peu contextualiser l'événement d'aujourd'hui avec ce projet-là qui est en cours depuis 2 ans, comme je le mentionnais. Donc, il y a plusieurs initiatives aussi que la SADC, Masquinongé, on a mis en route au cours des dernières années. Entre autres, on a maintenant un service d'accompagnement au niveau de nos entreprises pour implanter des bonnes pratiques en développement durable, accompagner des organisations aussi dans des événements éco-responsables. Donc, c'est des initiatives, là, entre autres, là, que je peux vous nommer. Puis, en terminant, bien, c'est ça, comme je mentionnais tantôt, là, Karine, elle va pouvoir vous contextualiser davantage l'activité d'aujourd'hui avec notre projet. Et puis, en terminant, bien, je suis très heureux de constater la mobilisation et le partenariat autour d'un projet de la sorte, puis d'une activité comme ce matin. C'est vraiment très, très enrichissant. D'ailleurs, je remercie ces partenaires qui ont bien voulu collaborer à cette activité-là et les intervenants municipaux et tous les participants là, pour cette présentation de ce webinaire qui sera assurément très riche là, en informations. Donc, je vous souhaite une bonne présentation, un bon webinaire avec nos invités. Super, merci beaucoup, M. Cloutier. Voici comment nous allons procéder aujourd'hui. Nos invités feront leur intervention. Ensuite, mon collègue Étienne Berthold amorcera la période de questions avec eux. Dépendant du temps qui reste, nous prendrons peut-être quelques questions de l'auditoire, mais s'il vous plaît, écrivez vos questions sur le chat. Bon, sans plus tarder, commençons avec Mme Karine Langlais, coordonnatrice du développement local et durable à la SADC de Masquinongé. Elle va nous contextualiser le webinaire. Karine, la parole est à toi. Merci, Simon. Je suis Karine Langlais. Je coordonne le projet En route vers la carboneutralité de la MRC de Masquinongé. Je ne vous parlerai pas en long et en large du projet parce que je pourrais prendre tout le webinaire à moi toute seule. Donc, je vais seulement aborder la portion pour les municipalités. Dans le cadre de ce projet-là, on accompagne 4 secteurs différents, dont le secteur municipal. On a créé un comité de travail, donc des municipalités de la MRC de Masquinongé qui se rencontrent de manière régulière pour réfléchir à limiter leur impact sur l'environnement, réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Puis, c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé le projet Municipalité en action. On l'entend souvent en tant qu'intervenant, en tant qu'accompagnateur, que nos municipalités ont besoin d'un certain coup de main en matière de technicalité, qui n'ont peut-être pas toutes les compétences, les connaissances, qui manquent de ressources, qui manquent de sous. Donc, le projet Municipalité en action permettait aux municipalités d'obtenir une expertise externe pour développer un des projets qu'ils avaient envie de mettre en place. Donc, 2 municipalités sur le territoire qui sont accompagnées. On a l'église de Saint-Paulin, on a la municipalité de Saint-Paulin qui veut travailler l'efficacité énergétique de son église. Puis on a Sainte-Ursule aussi qui travaille au déploiement d'un plan d'action pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre de manière plus globale. En réfléchissant avec Saint-Paulin, on s'est dit que ça pouvait être intéressant pour d'autres municipalités. Puis pourquoi pas créer un événement pour permettre justement à différentes municipalités, autant sur notre territoire, mais à l'extérieur, puis en collaboration avec les partenaires, de pouvoir prendre connaissance des initiatives qui ont déjà lieu sur le territoire québécois. Et puis, d'entendre parler des petites municipalités aussi. Tu sais, on entend souvent les bons coups de Laval, de Montréal. On aime ça, on entend parler de nos petites municipalités. Puis, il y en a plusieurs qui ont mis plein d'initiatives de l'avant. Donc, aujourd'hui, ça nous permettait vraiment de mettre en lumière ces initiatives-là, puis de créer aussi un espèce de réseau de contact pour d'autres municipalités qui voudraient se lancer dans un type de démarche comme celle-ci, mais qui ne savent pas trop par où s'y prendre. Donc, nos intervenants aujourd'hui vont vraiment présenter leurs initiatives, mais on débuterait là, par Saint-Paulin pour qu'ils nous expliquent un peu leur démarche, puis ce qu'ils souhaitent faire avec leur église. Voilà. Bon, ben super, merci beaucoup, Karine. Justement, on a la municipalité de Saint-Paulin avec nous. Donc, notre premier conférencier sera M. Louis-Alexandre Caron, préposé au soutien communautaire de Saint-Paulin. M. Caron, vous pouvez prendre la parole et partager votre écran. Bonjour, merci beaucoup. Dans le fond, on m'a demandé au nom de la municipalité de préparer une petite présentation là, pour vous situer Saint-Paulin,
vous parler de notre église aussi, puis du projet là, qui y est rattaché. Ben, premièrement, juste pour vous situer un peu, Saint-Paulin, la fondation remonte à 1850. Selon le dernier décret du MAMACH, il y a 1545 habitants à Saint-Paulin. On est situé en Mauricie, on est dans la MRC de Masquinongé. Si on considère grossièrement le réseau routier, on est dans le fond pas mal au centre de la région, au centre de la MRC. On est à quelques enjambées de voitures, si on veut, de Louisville, le chef-lieu de la MRC, mais aussi à quelques enjambées de voitures de Shawinigan, qui n'est pas très loin non plus d'où on est situé. On est situé avantageusement dans le piémont du bouclier canadien. On est vraiment entre plaine et montagne. On est traversé par la magnifique rivière du Loup, pas celle du bas du fleuve, mais celle bien de chez nous. Puis l'embouchure de la rivière là, est située à Louisville, dans le lac Saint-Pierre. L'église de Saint-Paulin. Ben, en décembre 2017, la municipalité a fait l'acquisition de l'église. C'est la paroisse, la fabrique de la paroisse qui l'a cédée à la municipalité. Pour la municipalité, c'était une démarche. L'acquisition de l'église, c'était vraiment dans un mouvement pour chercher à préserver le patrimoine, à conserver notre identité. Les bases du bâtiment remontent quand même, sont assez anciennes. Ça remonte à 1887. En 1928, c'était un bâtiment qui a été incendié, un incendie qui a essentiellement détruit le gros de la bâtisse. Mais il a été possible de reconstruire. L'église actuelle a été reconstruite, dans le fond, avec les murs qui ont subsisté suite à cet incendie-là. Puis ça a donné le bâtiment, donc, comme je disais, qu'on connaît aujourd'hui. Depuis tout ce temps-là, l'église est essentiellement demeurée dans le même état. Depuis que la municipalité est propriétaire, il y a uniquement des travaux au niveau de la sacristie qui ont été effectués afin de la transformer en chapelle, parce que ça faisait partie un peu de l'engagement de la municipalité en faisant l'acquisition du bâtiment, de conserver un lieu de culte. Puis plus spécifiquement, notre projet, manifestement, c'est un vieux bâtiment. Quand on se concentre plus particulièrement sur le système de chauffage, on constate qu'il fonctionne au mazout. Ce n'est pas un système qui rencontre nos objectifs en termes d'émissions des gaz à effet de serre. Puis on ne se le cache pas aussi, c'est assez onéreux à faire fonctionner. Donc, la municipalité est grandement intéressée à procéder à la conversion énergétique du système de chauffage de l'Église, voire carrément à son remplacement si ça s'avère être la meilleure option. Mais pour nous, avec les ressources dont on dispose, le temps, la pile de dossiers et tout, ce n'est pas nécessairement une démarche qui est facile à accomplir en se limitant strictement à l'interne. C'est pour ça qu'on a fait appel à la SADC de la Masquinongé avec son projet Municipalité en action, afin de bénéficier de l'expertise puis des ressources qui vont nous permettre de mener à bien le projet. C'est même essentiellement notre principale attente en participant au projet. On aimerait bien aussi, en bonus, que la démarche nous amène vers aussi de nouvelles pistes de réflexion ou des choses auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé a priori. Quand on considère la conception de nouveaux bâtiments, c'est facile de prévoir un toit vert, des panneaux solaires ou même la géothermie, mais nous, on doit travailler avec un vieux bâtiment. On se demande, on aimerait ça qu'il y ait des choses inusitées ou même à la rigueur un peu flyées, si vous me permettez l'expression, qui ressortent du lot, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer l'empreinte écologique d'un vieux bâtiment qui a été conçu quand ce n'était pas nécessairement les considérations de l'époque, le développement durable, l'environnement et un peu toutes ces considérations-là qui sont beaucoup plus actuelles. Donc, c'est vraiment, grosso modo, le résumé rapide de notre projet. OK, super. Hey, merci beaucoup, Louis-Alexandre, d'avoir bien résumé le contexte et vos besoins. Maintenant, on va parler de projets qui connaissent du succès dans des petites municipalités. J'espère que ça va vous inspirer, vous Saint-Paulin, mais aussi tous les autres participants. Donc, nous allons passer à notre deuxième invité, nul autre que le maire Robert Bérubé de la municipalité de Saint-Pacôme.
Monsieur le maire, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, Saint-Pacôme, comme le disait M. Caron, nous, on est situé dans le MRC de Kamouraska, donc voisin d'une municipalité assez connue, la Pocatière. Village qui, soit dit en passant, village d'André Gagnon, notre célèbre pianiste décédé, alors dernièrement, et pour lequel, dans ce week-end, nous aurons ses funérailles en groupe réduit, évidemment. On est à peu près de la même dimension que Saint-Paulin, 1550 habitants à Saint-Pacôme, et je vais vous parler de la conversion de l'Église au chapitre là, de la réduction des gaz à effet de serre. Je vais vous expliquer le contexte, c'est assez particulier. D'une part, la réflexion a commencé il y a 12 ans, lorsque la fabrique avait plus de sous, évidemment, pour être capable de survivre. Et avec le temps, s'est établie à Saint-Pacôme, il y a de cela 3 ans, une entreprise qui avait l'intention de faire à l'intérieur de toutes les églises du Québec de la culture à l'intérieur des églises. Donc, la firme Inno 3B a créé évidemment une technologie avec des tours qui peuvent aller jusqu'à 40 pieds de haut, là, une quinzaine de mètres en hauteur, et qui, avec la technologie de luminosité d'ailes, font pousser des pousses, de la salade, des radis, des légumes là, qui sont technologiquement là, faisables à l'intérieur de ces tours-là. Alors, vous imaginez de grandes tours de 15 mètres avec des plateaux et pour lesquels les robots font évidemment toute là, la cueillette, la mise en terre, etc., et pour lequel c'est illuminé par des lumières d'ailes et qui permettent de chauffer l'église tout en réduisant, évidemment, les circuits d'approvisionnement pour les citoyens. Alors, les citoyens de notre MRC peuvent, ou pourront, parce qu'on est en train de le construire au moment où on se parle, pourront réduire leur circuit pour acheter des légumes. Autrement dit, au lieu d'acheter des légumes qui viennent, des salades qui viennent du Mexique chez votre IGA, Métro, Provigo ou peu importe, mais on peut le faire directement à l'église de Saint-Pacôme qui est en train de convertir son local en site là, pour faire la vente de ces produits-là, tout en permettant de chauffer l'église. Donc, il y a un double effet. On réduit les gaz à effet de serre des gens qui peuvent s'approvisionner localement. C'est une chose en légumes. Et deuxièmement, on peut chauffer l'église sans frais parce qu'il y a même de la chaleur excédentaire qui provient de ces équipements-là. La façon dont ça a procédé, ce n'est pas la municipalité qui est à l'intérieur de ce projet directement. La fabrique a vendu à un OBNL qui s'appelle les Jardins du Clocher, l'église. Et cette église-là est actuellement gérée par cet OBNL qui a acquis l'équipement de Inno 3B. Donc, Inno 3B donne l'équipement parce que Inno 3B, il faut le comprendre, a reçu une subvention de 2,6 millions pour bâtir cette technologie-là au tout début. Là, on revient en 2017. Aujourd'hui, Inno 3B sont avec des grands de ce monde. Là. Ils sont à Dubaï, ils sont en train de travailler avec la NASA. Ils ont même des équipements chez Avril, le supermarché que vous connaissez possiblement là, installé à Laval. Ils ont 8 succursales au Québec. Alors, ils ont pris évidemment une expansion qui est assez intéressante de par leur technologie. Mais le projet initial était de trouver pour les églises qui ont des difficultés au Québec une voie possible pour être capable de survivre. Parce que dans les 12 dernières années que je vous mentionnais tantôt, quand la réflexion a commencé à Saint-Pacôme, mais il y a eu toutes sortes de projets. On voulait convertir l'église en salle municipale, en salle de spectacle, en salle de sport, toutes sortes d'idées. Mais vous le savez, tout comme l'église de Saint-Paulin, pour laquelle M. Caron parlait tantôt, nous aussi, on a une église qui date
de tout près là, de 150 ans et qui, malheureusement, a manqué un peu d'amour. À l'extérieur, ça commence à apparaître. À l'intérieur, bien évidemment, là, les quêtes ne sont plus celles qu'elles étaient et la fabrique a eu énormément de difficultés. Puis après avoir vendu les terrains adjacents, vendu le presbytère, vendu, bien là, ils n'ont plus de sous. Et là, on était rendu au bout de la corde. Et c'est une des raisons pour lesquelles les jardins du clocher ont été créés pour être capables d'avoir un projet rentable. C'est ça la différence, là, parce que vous savez que lorsque vous faites là, une salle de spectacle, ça génère des fonds, oui, mais jamais pour être en mesure là, de chauffer l'église, de l'entretenir. On avait fait une étude, là, ça coûtait autour de 300 000 $ pour en fait, là, mettre à niveau cette église et qui nécessitait évidemment énormément d'efforts, de bénévoles. Alors, c'est une des voies qu'on a laissé tomber au profit de ce projet-là de culture locale et qui permet, étant donné que nos églises ont de la hauteur, d'être en mesure de faire de la culture localement et de réduire, évidemment, pour la population, là, les déplacements pour acheter leurs légumes, notamment. Les fruits s'en viennent, mais ça, c'est un autre projet à plus long terme. Mais pour l'instant, avec les légumes, là, c'est déjà là, un avantage et ça chauffe également l'église. Alors, on a bénéficié, et on l'annonçait la semaine dernière, et je termine là-dessus, on a fait au niveau municipal une demande de subvention à Climat municipal volet 2. Climat municipal volet 2, vous savez, là, quand on est dans le municipal, on s'attend à des subventions là, qui sont de l'ordre d'une dizaine de mille piastres, 25 000 piastres, 50 000 piastres. On est tombé en bas de notre chaise parce que la subvention que nous avons reçue pour une petite municipalité comme la nôtre est de l'ordre de 681 500 $ que le ministère nous a octroyé, étant donné qu'il croit énormément au futur d'un tel projet dans d'autres municipalités là, au Québec. Il y a 1100 municipalités qui ont des églises et pour lesquelles, c'est au Québec, et il y en a d'autres ailleurs, et pour lesquelles là, ce type de projet-là pourrait être fort intéressant pour le futur. Donc, on est dans un mode où on commence ce projet, la tour est en construction au moment où on se parle, et ils ont déjà des tours fonctionnelles, Lino 3B qui fournissent la technologie, et on veut voir si ça peut faire des petits pour le futur là, du côté des prochaines étapes et aider des municipalités qui en ont un besoin de cette nature-là. Alors, voilà notre projet là, à Saint-Pacôme de Kamouraska. Oui, merci beaucoup, M. le maire. C'est effectivement un projet très inspirant et très intéressant, spécialement dans le contexte du webinaire aujourd'hui. On va certainement avoir plusieurs questions, mais on va se garder les questions après avoir entendu tout le monde. Donc maintenant, on serait rendu à Mme Julie Pellerin, adjointe à la direction générale de Sainte-Sophie de l'Évrard. Mme Pellerin, vous pouvez partager votre écran et la parole est à vous. Oui, bonjour tout le monde. Je vous présente notre municipalité. Je vais partager le document par la suite, mais je vous présente notre municipalité, Sainte-Sophie-de-l'Évrard, située dans la MRC de Bécancour. Gros village de 698 habitants. Donc, on est un peu plus petit que les autres villages dont on vient d'entendre les allocutions. Dans notre cas, le projet se nomme le Carrefour 1901. C'est un projet qui est né de consultation citoyenne. Puis peut-être pour vous illustrer plus facilement, je vais mettre à l'écran notre PowerPoint du jour. Voilà. Est-ce que tout le monde le voit bien? Oui, c'est parfait. Excellent. Super. Alors, le Carrefour 1901, c'est le nom qu'on lui a donné, entre autres, parce qu'il est situé à la croisée des chemins, donc centralisé dans le village de Sainte-Sophie-de-l'Évrard, mais également parce qu'on veut en faire un carrefour, un incubateur, un pôle, autant économique, environnemental que social. Donc, c'est ce dont je vais vous parler. Donc, quand nous, le projet a vu le jour, en fait, il est né d'un vraiment besoin du milieu. C'est-à-dire que dans la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard, à l'heure actuelle, on n'a pas de salle communautaire, d'infrastructures municipales qui permettent un accueil communautaire et la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard est considérée comme une municipalité dévitalisée. Les gens sont super dynamiques, on est tourné vers l'avenir, mais néanmoins, il y avait des différents objectifs qui ont été sortis de ce volet-là. Donc, le projet est né en fait d'une volonté du milieu et des citoyens de conserver l'église de Sainte-Sophie-de-l'Évrard. C'est une église qui date de 1901. C'est une église que la municipalité a acquérie en décembre 2019 et donc, ça va être un projet municipal, mais mené de concert avec nos organismes.
Donc, si j'y vais avec le PowerPoint, bien, dans le fond, la vision future de la municipalité a été réfléchie de concert avec les organismes et les citoyens d'aujourd'hui. Et donc, je me permets, dans la bande de droite, de vous mettre le petit dicton qui dit « Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble ». Ce qui est le reflet, dans le fond, des démarches qui ont été faites à Sainte-Sophie, mais de la vision d'ensemble, c'est-à-dire l'importance de l'union pour avancer, la concertation au cœur du problème. Donc, des fois, on a des visions d'un projet qui ne répondent peut-être pas nécessairement aux besoins du milieu. Donc, dans le cas de Sainte-Sophie-de-Lévrard, les démarches ont débarré avec un appui du milieu. Donc, tout a commencé en 2016. Il y a 5 axes d'intervention qui ont été ciblés suite à ça, qui nous permet d'orienter les différentes interventions à maintenir. Donc, quand la municipalité a décidé de porter le projet, elle a fait une formation d'un premier comité local d'évaluation du projet, c'est-à-dire un comité qui n'était pas nécessairement nommé au niveau de la municipalité, mais qui avait un mandat de faire du repérage. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Quelles sont les possibilités? Après ça, on a formé le conseil local du patrimoine, donc qui est composé d'élus, d'employés et de citoyens, qui avait le mandat de recevoir les commentaires, les représentations des citoyens envers le projet, puis de réaliser les consultations. On a fait par la suite des consultations également avec différents intervenants du milieu, les citoyens bien entendu, la commission scolaire de la Rive, non, le centre de services scolaires, la riveraine, pardonnez-moi, la fabrique qui est anciennement propriétaire, FADOC. Donc, tous nos organismes ont été approchés pour vraiment voir quels étaient les besoins. Et issu de ça, il y a différentes politiques qui en ont découlé. Politique familiale, politique MADON, reconnaissance dans le schéma d'aménagement via le PIA, c'est-à-dire que tous les citoyens s'entendaient, les organismes, pour dire que c'était important de préserver l'Église, mais que c'était également important de répondre à un besoin, donc de le faire de concert. Donc, nous, à la lueur de tout ça, de ces politiques-là, il y avait des grandes lignes qui ressortaient à tous les moments. Donc, on l'a centralisé en 5 axes. Nos 5 axes sont nos 5 axes d'intervention pour l'Église. Donc, à l'heure actuelle, je vous parlais qu'on n'avait pas d'infrastructure communautaire municipale, mais au-delà de ça, présentement, on n'a pas d'infrastructure qui permette un accès à la mobilité réduite. Donc, on n'a pas de salle présentement on en a une seule qui est dans l'Église, mais la personne qui est à mobilité réduite, pour vous donner un exemple, n'a pas accès à des salles de bain. Donc, on est vraiment dans un défi de service, puis un défi d'amener aussi dynamiser notre communauté. Donc, dans notre cas à nous, c'est sûr qu'on n'a pas tous les connaissances quand on part un projet comme ça. On ne peut pas avoir toutes les connaissances en développement durable et autres. Donc, mais dans la volonté du milieu, autant des élus que des citoyens, il y avait la notion de développement durable. On a 3 sphères dans le développement durable, oui, environnemental, économique et social. Les besoins communautaires répondaient à la sphère sociale. La municipalité avait cette vision-là de vouloir être tournée vers le développement durable et de le faire en fonction d'eux. Puis, on voulait avoir également un impact économique au bout du projet pour pouvoir vraiment offrir un avenir plus dynamique et se vitaliser carrément notre milieu. Donc, l'important n'est pas d'avoir toutes les connaissances, mais bien d'avoir la volonté de les acquérir. Donc, dans notre cas à nous, il y a Josée Croteau, Mme Josée Croteau, qui est directrice générale ici de la municipalité, qui a participé au programme Proaction de la SADC Nicolas Bécancourt dans la cohorte 2019. Donc, pour se familiariser aussi avec le concept de développement durable. Même chose dans mon cas. Par contre, le programme s'appelait Leadership en développement durable. J'étais dans la cohorte 2015-2016. Dans les 2 cas, moi, je suis arrivée nouvellement à la municipalité en juillet. Mais dans les 2 cas, on trouvait important d'utiliser ce bagage-là, ou du moins de s'informer, de se former pour vraiment se familiariser avec les grandes lignes pour, après ça, pouvoir porter le dossier dans les différentes sphères. Fait que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il faut savoir utiliser les bons outils de navigation. Bien qu'on est formé, c'est une sphère qui est assez complexe d'établir nos gaz à effet de serre, d'établir quelles sont les solutions. Donc, dans notre cas, on a eu la chance, dans le fond, de bénéficier de différentes ressources à moindre coût ou même, je vous dirais, à peu de coût, si tant est que parfois c'était même gratuit. À l'époque, il y avait la QME qui existait, donc on a eu la chance de bénéficier d'un rapport de recommandation qui avait été émis par la QME pour vraiment nous tracer le portrait de l'Église et de notre environnement.
Ensuite de ça, de par la participation de Mme Croteau au programme Proaction de la SADC, il y a un diagnostic en développement durable qui est venu bonifier le tout et appuyer, dans le fond, ce qu'on retrouvait dans la QME. Donc, ce n'était pas simplement un diagnostic de dire, bon, bien, qu'est-ce qu'on fait comme gaz à effet de serre, mais de l'ensemble de l'œuvre, ce qui nous donnait d'autres pistes. Après ça, l'ébauche du projet, les plans de base ont été faits avec les étudiants de l'UQAM. Donc, on a démarré le projet du Carrefour 1901 avec les étudiants de l'UQAM. Par la suite, c'est sûr qu'on a fait plusieurs rencontres avec des spécialistes pour vraiment être dans le technique. On se fait parler souvent de panneaux solaires, mais quelles sont les opportunités qui pourraient être appropriées dans notre cas versus ce qui va en découler, est-ce que c'est pertinent ou pas? Donc, on n'a pas hésité à rencontrer différents intervenants dans des champs de spécialisation pour nous outiller, mais pour prendre une décision aussi. Bien entendu, on a bénéficié d'un accompagnement d'une ressource en ingénierie au niveau de la SADC de Nicolas Bécancourt, puis aussi également des accompagnements au niveau des ressources spécialisées en patrimoine, parce que là, on a un volet patrimoine, puis on a un volet environnement. C'est de jumeler l'environnement et de l'intégrer dans un cadre architectural qui est particulier, qui est propre et qu'on ne veut pas déformer. Donc, la petite pensée du jour dans ce cas-là, c'est de se former pour mieux penser, d'aider des gestionnaires à tourner vers un avenir éco-responsable. J'aime bien faire des petits clins d'œil comme ça. Dans notre cas, au niveau de la sphère environnementale, ce qui en a découlé, c'est qu'on a mis en place, présentement, pour vous donner une idée, le projet est en cours. Donc, on est on a nos plans de vie, on a l'ensemble de nos documents au niveau des rapports, remise aux normes, etc. On a les solutions dont je vais vous parler qui ont été envisagées, mais on est dans la concrétisation. Donc, dans la sphère environnementale, on a la mise en place de mesures en efficacité énergétique et réduction des GES. Techniquement, c'est quoi? Dans notre cas, à nous, ça s'est résumé en utilisation d'implantation de planchers radiants dans différentes zones. Dans notre église, on a 3 grandes salles. La grande salle où avaient lieu les célébrations, celle où on retrouve les bancs. On a la sacristie, on en a une présentement au sous-sol. On a un beau défi parce que, comme toutes les églises, effectivement, au niveau de l'efficacité énergétique, les systèmes de chauffage, c'est au mazout dans notre cas également. C'était souvent le cas à l'époque. Et on oublie aussi souvent le volet isolation, le volet tout ce qui découle de notre système CVCA. Donc, dans notre cas, nous, ce qui découle des analyses avec les architectes, avec les ingénieurs et tout, c'est l'implantation de planchers radiants. On a fait le choix d'une combinaison d'un système de chauffage à l'eau chaude et électrique. Donc, les deux vont être complémentaires. Et aussi, il y a la réalisation de travaux spécifiques en isolation, toit, fenestration, il y a de la peinture isolante, il y a plusieurs petites tentacules qu'on peut ajouter pour augmenter notre efficacité énergétique. Et là, je viens de voir que j'ai oublié de vous le mettre, mais dans le projet en tant que tel, via la charte du bois du gouvernement, on a aussi cet accent-là, donc d'utiliser des matériaux durables, dont le bois, dont la pierre, tout en étant dans le respect de l'architecture de l'Église en tant que telle. Dans la sphère sociale, dans notre cas, oui, effectivement, c'était de répondre à un besoin communautaire en santé, éducation, prévention, exclusion, et ce, afin de favoriser l'équité et les liens intergénérationnels. Donc, dans notre cas, nous, c'était de répondre à la demande d'avoir un accès à des salles fonctionnelles à l'année et répondant aux besoins par leur vocation. Petit clin d'œil, à l'année, tout simplement parce que si on n'a pas un bon système de ventilation, de chauffage, bien, d'utiliser pour des gens de la FADOC une salle de l'église quand il fait 30 degrés dehors, ça ne fonctionne pas. Il ne fait pas assez froid à l'intérieur. Donc, on commençait à avoir pas un bris de service, mais de dire on a un gros bâtiment, mais qui ne peut fonctionner à l'année parce qu'il n'est pas adéquat présentement. Donc, on se retrouve en hiver, en bon québécois, à avoir des frissons et en été, à avoir des chaleurs. Donc, c'est ce qu'on veut dire par à l'année répondant aux besoins à la vocation. L'aménagement du bâtiment en fonction de l'accessibilité universelle, hall, cuisine, ça fait partie des sphères en développement durable. Je vous parle des 3 sphères parce que oui, il y a du financement au niveau de la sphère environnementale, mais il y en a dans les autres sphères. Donc, des fois, peut-être au niveau du financement, de jumeler les 3 sphères peut être intéressant pour aller chercher des sources de financement. Donc, c'est pour ça que je vous les ai mis aussi. Et donc, dans la sphère sociale, partage des ressources et équipements sur place pour favoriser l'inclusion. Et le clin d'œil économique, c'est la création de richesses collectives par l'accessibilité à une infrastructure et des équipements novateurs adaptés pour tous, amélioration des conditions de vie matérielles et immobilières. Dans le projet de l'Église, oui, on
ajoute des agrandissements pour avoir une cuisine fonctionnelle et adéquate. Quand on parle de la valorisation de l'entrepreneuriat par l'utilisation des équipements en place, bien, c'est de rendre accessible l'ensemble de l'œuvre et de valoriser justement l'entrepreneuriat autant au niveau de nos jeunes qu'au niveau des coops, etc. Donc, oui, on va avoir des équipements, mais c'est de les rendre accessibles pour rentabiliser puis amener un apport économique, dans le fond, dans notre municipalité. Donc, quand je vous mets au point suivant, création de richesse territoriale par la tenue et la réalisation d'événements d'envergure, oui, c'est sûr qu'il y en a une salle qui est technologique, etc. Dans notre milieu à nous, il n'y a pas 1 500 000 salles qui peuvent accueillir 400 personnes avec un décor architectural d'ampleur, avec des équipements techniques qui vont être à l'intérieur et facilement accessibles. Donc, on pense avoir une portée régionale. C'est sûr que je ne vous détaille pas notre projet techniquement selon les vocations parce qu'on vise une signature et on est en démarche. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous en dire plus sur la vocation de chacune des salles. Mais pour le volet sphère économique, c'est le projet signature qui va être implanté dans l'église qui va nous amener justement un incubateur et un volet qui va démarquer, dans le fond, notre petite municipalité. Des ressources à découvrir. Je vous mets le financement, un passage quelquefois difficile à traverser. Voilà. Il faut parfois demander pour que des mains se tendent. N'hésitez pas, s'il y a un conseil que je peux vous donner, n'hésitez pas à contacter les gens. C'est sûr qu'on est en COVID, on n'a pas les gens directement dans notre visage, mais avec les visioconférences, avec les téléphones, dans notre cas à nous, l'écoute, l'aide, l'appui, on l'a senti, on l'a saisi, puis ça nous a permis de s'orienter dans différentes lignes. Donc, quand je vous mets des ressources à découvrir, bien, les ministères, les autres entités publiques, n'hésitez pas, si vous visez des fonds, à contacter les ministères. Ce sont des gens qui sont là sur place et qui peuvent vraiment vous outiller. Et souvent, les ministères vont agir de concert l'un avec l'autre. Donc, pour le financement global, ça peut être intéressant de ne pas hésiter de ne pas faire preuve de gêne, en fait, puis de les contacter en toute humilité, tout simplement. La SADC, bien, c'est le réseau qui nous a formés en tant que gestionnaire au niveau du développement durable. C'est un réseau qui offre des services aussi d'accompagnement. On l'a entendu dans Masquinongé, c'est le cas aussi du côté de Nicolas Bécancourt. N'hésitez pas encore là à bénéficier des services de la SADC, que ce soit pour vous valider ou pour continuer d'avancer votre dossier. Même chose au niveau du réseau environnement. C'est une perle, il y a des formations ponctuelles, c'est un réseau de contact au niveau du développement vert qui est précieux parce que ça démystifie ce volet-là de calculer nos GER, ses coperformances et tous les fonds verts. Nous sommes partenaires dans la protection du climat de la Fédération canadienne des municipalités. Encore là, il y a des formations poussées. C'est un réseau de contact pour vous outiller. Périodiquement, il y a un forum, il y a des forums, des colloques, des formations périodiques que je vous invite aussi à rester à l'affût, bulletin d'information. N'hésitez pas non plus à approcher des fournisseurs spécialisés. On se fait souvent dire telle option est intéressante, c'est ce que ça vous prend. N'hésitez pas à contacter des fournisseurs spécialisés puis à les faire travailler entre guillemets, sur votre dossier pour voir les opportunités puis vous valider également parce que des fois, les besoins d'un fournisseur saisis ne sont pas les mêmes que l'autre fournisseur. Fait que des fois, à force de parler à plusieurs fournisseurs ou du moins avec des architectes, des ingénieurs, bien, on arrive à avoir l'opportunité ou la bonne voie qui s'offre à nous. Puis voilà, ma suggestion du jour, rester à l'affût des nouvelles opportunités pratiques, c'est rester actif. On est dans l'intérieur de ça, les fonds évoluent, les programmes s'ouvrent et se ferment. On sait très bien qu'effectivement, pour certains programmes en environnement, ça prend l'appui d'ingénieurs, ça prend des calculs vraiment spécifiques. Petite parenthèse pour vous dire que dans certains fonds verts, il y a des possibilités de déposer dans différents volets pour bénéficier d'une ressource comme ça et d'avoir du financement pour bénéficier d'une ressource qui va vous accompagner dans le montage, dans l'évaluation de vos besoins pour faire votre diagnostic, mais aussi pour voir les opportunités de financement. Donc, il y a des fonds en environnement qui peuvent vous permettre d'avoir du financement pour ce volet-là, bien que les SADC sont porteurs et donnent déjà un bon coup de main. Il y a la bonification par ce volet-là qui peut se faire aussi. Voilà pour ma petite présentation. Vous avez mes coordonnées en bas de page. Le PowerPoint va vous être
va vous être envoyé si vous le désirez. C'est global, mais voilà, on reste à l'affût, on reste à la disposition. Dans notre cas, nous, c'est vraiment un projet municipal, donc c'est la municipalité qui le porte, mais vraiment de concert avec ses organismes et ses citoyens. Là. Il est pensé en fonction et tous les axes qui sont visés sont issus du MADA, du diagnostic et d'un paquet d'éléments. Et souvent, dans les fonds, dans le financement, on nous demande de démontrer le volet implication citoyenne, consultation. Donc, je vous suggère de le faire dès le départ, ce qui vous mettra probablement dans la bonne voie, mais qui facilitera aussi au niveau du financement. Voilà, me revoilà en personne. Merci beaucoup, Mme Pellerin, et surtout un grand merci d'avoir partagé avec nous toute cette démarche que vous avez faite. Aussi, les ressources à découvrir, c'est excellent. C'est de l'information très riche pour spécialement ce webinaire-là et tous les participants. Maintenant, on va passer avec notre dernier conférencier. J'inviterai alors M. Robert Savoie, maire de Saint-Valérien, à faire sa présentation. Monsieur le maire, c'est à vous. Merci beaucoup. Dans un premier temps, bravo, Mme Pellerin et M. Béribé, vos projets. Ça fait 10 ans en tant qu'élu que je suis impliqué dans le développement durable de ma communauté à titre de maire. Et puis aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui est maintenant réalisé, mais qui est toujours en constante évolution depuis 2 ans. Et je pense que vous allez voir, Mme Pellerin, ça cadre effectivement avec toute votre démarche que vous allez avoir. La différence, c'est que je vais vous présenter quand même maintenant quelque chose de réalisé, mais qui tient compte de ce qui a été mentionné depuis tantôt par l'ensemble des présentateurs. Donc, ça va être un petit PowerPoint que je vais vous partager. Je vais essayer de ne pas me tromper et d'aller le chercher. Et voilà, on va démarrer le tout maintenant. C'est bon. OK. C'est bon pour tout le monde? Oui, super. Excellent. Ce qui est là, ça, c'est l'église de Saint-Valérien qui a été transformée en centre communautaire. Construction de 1933. Peut-être situer Saint-Valérien rapidement pour les gens. Bon, évidemment, c'est dans la région du Bas-Saint-Laurent. Je dis bonjour à mon collègue de Saint-Pacôme. Et puis, on est situé à 8 km derrière la communauté du village du Bic, qui est maintenant annexé à Rivière-Rimouski, et donc tout près du fleuve Saint-Laurent, mais dans les terres, à la jonction effectivement de plateaux. Donc, on se trouve à être un territoire qui est agroforestier, dynamique, bon, 15% en agrodynamique, 15% en agroforestier, 70% forestier, qui ressemble beaucoup effectivement aux municipalités de la région de Masquinongé, entre autres. Population de 850 en 2019. L'élément qui est intéressant que vous allez voir par rapport aux autres municipalités, souvent du bas du fleuve, c'est qu'au courant des 10 dernières années, on a commencé à modifier ce qu'on appelle la pyramide d'âge de la municipalité avec une augmentation importante des jeunes et de l'attrait de jeunes familles, ce qui fait que maintenant, mon école primaire, elle est pleine depuis 2 ans. En passant. Donc, un phénomène qui était inversé au courant des dernières années. Et je vous amène l'occupation du territoire au niveau de 335 résidences principales et 80 résidences secondaires. C'est important parce que dans la présentation du projet de son financement, je vais insister beaucoup sur tout ce qui était le montage financier et l'impact qui était au niveau financier pour l'ensemble de la communauté. Et je tiens à préciser que tout ça a été, le projet a été mis en fonction d'une valeur qui a été mise en place. Premier plan de développement durable en collaboration avec la Fédération canadienne des municipalités pour une municipalité de moins de 1000 de population, 2012-2022. On est à la fin de notre premier plan de développement durable et on est en train de travailler sur l'élaboration du deuxième plan de développement durable à l'heure actuelle. Donc, 90% des actions identifiées en 2012 sont réalisées. Et dont l'église, que vous allez voir, qui a été transformée, était en fonction des valeurs et des orientations du plan de développement durable. Quand on parlait des 3 sphères tantôt, là, c'est des 3 éléments importants que vous allez voir tout le long de la présentation, autant au niveau environnemental, économique et social, dans tout le cadre du développement du projet. Donc, au niveau des produits phares de la municipalité de Saint-Valérien, on a un projet pilote de quartier habitation durable qui est important, qui vient dans le cadre du financement du projet de transformation de l'église en centre communautaire. Développement de zones récréatives, mobilité durable et aussi par rapport à Saint-Pacôme que je trouve intéressant, aussi on est dans des éléments d'axe d'autonomie alimentaire, forêt nourricière, producteurs maraîchers. Donc, c'est un tout en ce qui nous concerne, c'est pas juste un axe que je vous présente, mais on va mettre l'emphase aujourd'hui sur l'église, mais c'est vraiment un élément d'approche qui est global au niveau de la municipalité de Saint-Valérien.
Donc, le contexte qui est très important, par la différence, quand on fait le choix de comment on va transformer une église, il faut bien situer le contexte de départ. C'est fondamental. Saint-Pacôme, ils ont décidé d'aller vers une orientation. Nous, on avait, il faut comprendre que tous nos organismes communautaires étaient hébergés au sous-sol de l'église. J'avais pas de centre communautaire. Donc, premier élément majeur. Deuxième élément, il y avait une entente contractuelle entre la fabrique et la municipalité sur l'utilisation des locaux au niveau du sous-sol. Donc, l'élément sur lequel il se posait comme question, puis l'élément d'enjeu, évidemment, la fabrique nous avait approché, qui avait fait part de son enjeu principal, difficultés financières comme beaucoup de municipalités et de fabriques au Québec, importantes à anticiper pour les prochaines années à l'entretien du bâtiment. Donc, c'était le contexte initial, on est en 2012. Donc, ça fait quand même 8 ans de ça. Élément très important, c'était soulevé par Mme Pellerin, le contexte de consultation citoyenne. Donc, c'était nous 2 phases importantes en 2012 et 2013 sur l'identification des besoins et des attentes des citoyens. Il y a des craintes, il y a des peurs chez les citoyens, des peurs financières, des peurs sur l'impact sur leur compte de taxes. Ça fait partie de la dynamique du milieu. Et puis, il y avait évidemment toute l'approche d'évaluation préliminaire des coûts. De toute cette consultation-là, 3 orientations majeures étaient sorties, c'est-à-dire le maintien du culte, la rénovation en fonction du plan de développement durable, puis répondre aux besoins des citoyens. Je tiens à préciser qu'à ce moment-là, au niveau du maintien du culte, la loi sur la neutralité religieuse n'était pas encore adoptée au Québec. Donc, il a fallu s'adapter en cours de route vis-à-vis les exigences qui sont liées à la neutralité religieuse au niveau de bâtiments municipaux. Vous allez voir comment on a géré toute cette situation-là par la suite. Désolé. Donc, oui, c'est ça. Synthèse des principales étapes. Consultation citoyenne printemps 2012-2013. Réalisation de travaux de réflexion sur la structure du bâtiment. Il y avait des éléments d'urgence en 2013. Processus de désacralisation du bâtiment, janvier 2013 à novembre 2013. Acquisition par donation au lieu de par vente. Et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Le 14 janvier 2014, avec droit d'usage aux donateurs du chœur et de la sacristie. C'est-à-dire qu'on transformait la notion de neutralité religieuse en droit d'usage du donateur, une disposition au Code civil qui permet d'octroyer un usage à un donateur pour une valeur d'un bien qui était inscrit à l'acte notarié. Donc, je contournais la question de la loi de la neutralité religieuse. Je dois vous avouer qu'on me posera des questions par la suite, mais c'était tout un tricotage parce que, évidemment, quand il arrive pour le paiement de la subvention, le gouvernement a toujours le gros bout du bâton sur la question de l'interprétation des lois. Donc, à faire attention. Par la suite, élaboration du carnet de santé et montage financier, 2014 à 2017. Il faut comprendre que le bâtiment nous permettait d'avoir accès éventuellement à plus de 100 000 mètres carrés de surface. Constat, la structure du bâtiment est en très bonne condition. Le coût estimé initial du projet, 1,9 million. Coût estimé d'un centre communautaire de faible superficie, 3 000 mètres carrés. Vous voyez, c'est 33 fois de différence. Et démolition de l'église, présence de fibres d'amiante dans la peinture d'origine, plus de 7 millions de dollars. Donc, voilà les choix des citoyens face à la question de comment réutiliser cette église-là, de préserver ce patrimoine-là, vis-à-vis, en passant, mon périmètre urbain, toutes mes superficies étaient utilisées. Donc, et puis actuellement, tout ce qui est au niveau de développement dans mon agrodynamique, donc l'extension de mon périmètre urbain, j'avais aucune possibilité de par rapport à actuellement la protection du territoire agricole. Donc, le seul terrain disponible, c'est le terrain de l'église pour un centre communautaire. Fait que ça faisait partie de nos éléments de décision. Maintenant, comme vous pouvez voir, la mise en œuvre du projet, préparation du devis, soumission auprès des firmes de professionnels d'avril-mai 2017, donc firme d'architectes et d'ingénieurs. Préparation du devis, ouverture des soumissions, firme d'entrepreneurs, mai-septembre 2017. Septembre 2017, pour vous dire, ça veut dire que les élections avaient lieu quand? Novembre 2017. Fait qu'évidemment, toutes les soumissions des entrepreneurs s'étaient ouvertes juste avant les élections de 2017. Début des travaux. C'était fin novembre 2017, inauguration officielle, septembre 2018. C'était un méchant chantier. Vous voyez un petit peu l'image de la grande salle qui est en cours de rénovation. Coût du projet. Je voulais quand même insister sur le volet économique parce que c'est une préoccupation au niveau des élus, des conseils municipaux. Estimation initiale de 1,9 million en 2014, suite à l'élaboration des plans, 2,4 millions en juin 2017. Appel d'offres d'entrepreneurs, septembre 2017, 2,6 millions.
Début des travaux, fin novembre 2017. Inauguration, septembre 2018. Coût final estimé du projet, 2,75 millions, incluant le projet d'intégration des bibliothèques scolaires et municipales et excluant ameublement et aménagement extérieur. Donc, on a fait des choix de dire on va éviter de mettre les sous sur l'extérieur pour l'instant, puis on va y aller dans une seconde étape, mais on va de plus possible respecter notre budget initial. Donc, ça faisait partie des défis d'adaptation en cours de projet. Montage financier. Tout à l'heure, quand on parlait des sources de financement, vous allez voir qu'on a tricoté toute une shot au cours des dernières années pour le montage financier. Donc, Programme Canada 150, Fonds Accessibilité universelle, Programme d'infrastructure Canada-Québec, Fédération canadienne des municipalités au niveau de l'emprunt et de remboursement sur les intérêts de prêt. Programme de transferts gouvernementaux, 300 000. Ministère de la Culture et des Communications, dont le projet est en cours au niveau des bibliothèques municipales et scolaires, vous allez voir tantôt, donc 104 000 $. Vente d'un bâtiment. Il faut comprendre que notre bibliothèque scolaire et municipale est annexée à l'école. C'est actuellement l'école de parce qu'elle est pleine et du service de garde en milieu scolaire. On a sorti la bibliothèque municipale et scolaire de là pour vendre le bâtiment à la commission scolaire, donc maintenant au service éducatif. Parce que le bâtiment appartenait à la municipalité, mais sur les terrains de l'école, c'est une école spécifique, mais c'est 50 000 $ de vente qu'on est en train de négocier avec les services éducatifs pour mise de fonds au niveau du bâtiment. Total de l'ensemble de l'approche des subventions, 2,17 millions versus une différentielle du projet 580 000 à financer par la municipalité. Maintenant, au niveau de la municipalité, l'impact sur la taxation municipale. Quand je dis que je mettais une emphase aussi économique parce que je sais que c'est d'intérêt. Taxe de service pour les citoyens résidents de 50 $ par année, soit l'équivalent des anciens frais associés à la capitation et taxe de service pour les propriétaires de chalets non résidents de 25 $. Donc, ça, c'est un revenu additionnel qui arrive à la municipalité de 20 000 $ par année. Augmentation d'une scène de taux de taxe générale, donc c'est 8 500 qui se rajoutent aux 20 000 $. Nouvelle construction, quartier habitation durable que je vous parlais tout à l'heure, c'est 15 nouvelles maisons. J'en ai à l'heure actuelle 10 terrains de vendus, 4 maisons en construction. Les revenus anticipés de ce quartier habitation durable-là, c'est 30 000 $ par année minimal qu'on estime au niveau de la valeur de construction. Donc, c'est la municipalité qui a acquis les derniers terrains qui étaient à l'intérieur du périmètre urbain sur lesquels on s'occupe du développement de ce quartier-là. Ce qui fait qu'on a intégré des éléments d'approche au niveau de la construction de maisons, de subventions dans la valeur des terrains. Et à l'heure actuelle, il me reste sur les 20 terrains au total que j'avais, il me reste 5 terrains qui ne sont pas vendus. Et les gens ont 2 ans pour construire, ils ne peuvent pas faire de spéculation sur les valeurs de terrain. Ça vient faire partie du financement du projet. Réduction annuelle des coûts de fonctionnement, électricité et chauffage et réparation estimée à 10 000 $ par année. Fait que vous voyez vis-à-vis l'ensemble de ces éléments-là, même si pour une petite municipalité de 850 de population, les éléments d'impact sur la taxation restent faibles si on le regarde dans un aspect global. Les usages définis par les citoyens. Je vous parlais de la superficie qu'on a en mètres carrés, mais vous allez voir tout ce qu'on a rentré là-dedans maintenant comme centre communautaire. Accessibilité universelle à tous les étages, donc monte charge à l'intérieur, l'accessibilité aussi par l'extérieur au niveau des personnes à mobilité réduite. Au niveau du sous-sol maintenant, centre de conditionnement physique, local de rencontres multi-usages et de danse, salle de métier de tissage, vestiaire et utilité publique avec douche, giratoire pause cachée, salle de mécanique de bâtiment, système de chauffage aux granules électriques, ventilation, panneaux électriques, réservoir d'eau grise. Il faut comprendre qu'on est toute la communauté et le périmètre urbain et l'ensemble des citoyens sont sur des puits artésiens. Donc, il fallait être en mesure de pouvoir gérer notre eau en fonction des rassemblements de ce complexe-là. Ça fait partie des défis aussi. Donc, dans le développement durable, toute la gestion de l'eau, la gestion des eaux grises, tous les robinets sont sur des systèmes mécaniques. Les luminaires LED sont tous avec détecteurs de mouvement. C'était vraiment pensé comme un édifice développement durable à partir d'une construction de 1933. Autre usage, rez-de-chaussée, salle de réception de 300 personnes, utilité publique et hall d'accueil, cuisine collective aux normes du MAPAC. On fait la transformation. Nos producteurs maraîchers, l'école, les professeurs et les étudiants font les transformations de produits. Bureau pour le personnel des organismes. L'hôtel est à définir à son nouveau rôle. Je vais expliquer tantôt pourquoi. Local pour des services sociaux et de santé de proximité, qui est en cours, c'est un projet qui est en cours. Donc, l'ancien local de la fabrique, du secrétariat, est enligné vers des services sociaux et de santé de proximité.
Et la mezzanine, centre multimédia, bibliothèque. L'ancien JB a été doublé en superficie pour en faire un centre multimédia et d'héberger les bibliothèques municipales et scolaires. Donc, un projet qui va être terminé pour février 2020 en passant. Et donc, des images aux 1000 mots maintenant, ça veut dire la salle multifonctionnelle de 300 personnes. Je tiens à préciser, vous voyez ici, ça se trouve être à gauche le devant et avec un grand panneau qui vient fermer la scène qui est en avant et l'hôtel qui est en arrière. Donc, il peut toujours avoir des célébrations eucharistiques, décès, funérailles et évidemment suivi de la salle de réception par la suite. Ce que vous voyez effectivement sur la deuxième à droite, c'est à l'arrière, ça se trouve être le JB qui est agrandi en mezzanine et complètement fermé, où vont être hébergés au deuxième étage la bibliothèque municipale et scolaire, et c'est un centre multimédia en passant. Et là, je voulais, quand on parlait des matériaux, tout le choix des matériaux aussi, développement durable, l'utilisation du bois, c'était des éléments qui ont été rentrés dans les concepts du projet initialement. Vous voyez la salle avec la scène fermée à gauche et vous voyez, avec l'hôtel, tout le chemin de croix a été remis à l'intérieur. Donc, on a gardé pour l'instant cet élément-là, même par rapport à la neutralité religieuse. On a quand même maintenu pour l'instant la capacité de pouvoir avoir des offices religieux au sein du bâtiment. Derrière ça, vous avez un local à droite et un local à gauche qui sont utilisés par le personnel ou bien éventuellement pour les services sociaux. La cuisine collective aux normes du MAPAC. En passant, les éléments de tout ce qui est appareillage, ameublement, toute l'équipe, c'est les organismes communautaires par des programmes, des subventions qui ont fait toute l'acquisition des équipements. Donc, ça ne fait pas partie de la valeur du projet. Les tables, les chaises et tout ça, la municipalité n'a pas eu à gérer ces éléments-là. C'est les organismes communautaires qui ont fait ces éléments-là. La partie du haut, ça, c'est l'œuvre artistique qu'on doit intégrer à l'intérieur d'un projet aujourd'hui dans le cadre des programmes de subvention. C'est la partie du haut qui est en train de... Là, tous les modules au niveau de la bibliothèque scolaire et municipale vont arriver au courant des prochaines semaines. Tout cet espace est transformé vraiment en centre multimédia et avec hébergement des bibliothèques municipales et scolaires et accès universel, évidemment. Le monte charge fait les 4 paliers du bâtiment. Oups. Au sous-sol, maintenant, vous avez ce qu'on appelle le giratoire, pause café, où est-ce qu'à l'arrière, j'ai des salles, les salles de métier de tissage et les salles de multi-usage que j'appelle. Voilà la salle de métier de tissage. On est rendu avec 6 métiers de tissage là-dedans au niveau du cercle des fermières. Ça, c'est la salle multi-usage qui sert de salle de danse, qui sert de salle de poker ou de jeu de cartes pour le club de 50 ans et ainsi de suite. Vous avez la salle des jeunes aussi au sol, centre de conditionnement physique, tous les appareils qui sont là, ça a été acquis par mes organismes communautaires. La municipalité n'a pas mis une scène là-dedans. C'est incroyable pour une petite municipalité, là, je tiens à le préciser. Quand je parle de la salle de mécanique du bâtiment, au niveau de la gestion des eaux grises, des toilettes lors des réceptions, tout ça, vous avez un gros bassin d'eau qui permet de tempérer, d'éviter ce que j'appellerais d'assécher le puits artésien. Donc, ça a fait partie de toute la gestion aussi de l'eau à l'intérieur du bâtiment. C'était des éléments de défi qu'on était confrontés. Toute la question de la mécanique du bâtiment est pour moi une de mes perles de ça. C'est le système de chauffage au granule. 2 unités de chauffage au granule, vous avez une unité électrique qui sert en backup et vous avez à l'arrière du bâtiment le réservoir qui est un réservoir de moulée, littéralement, qui sert à alimenter mes 2 unités. Et tout ça est sur contrôle avec panneau de contrôle à distance au niveau de la firme qui assure ce que j'appellerais la gestion et l'efficacité du système. C'est un élément qui est quand même important parce qu'on m'a souvent posé la question pourquoi le granule et pas le copeaux. Il faut comprendre que dans le cadre d'un bâtiment, et ce que je voulais éviter, c'était les coûts récurrents annuels. Donc, l'élément, je voulais avoir une gestion qui pourrait se faire à partir de mon personnel. On a décidé d'investir un peu plus sur le système dès le départ, mais éviter des coûts récurrents d'entretien lorsqu'on est lié avec des systèmes qui sont au copeaux, qui nécessitent beaucoup plus d'espace d'entreposage. Il faut comprendre que le granule, son taux d'humidité va jouer entre 5 et 8 %. Chaque fois que j'ai un voyage qui arrive, j'ai une fiche technique qui me précise les caractéristiques de mes granules. Tandis que quand vous œuvrez avec du copeaux, on œuvre avec des humidités qui vont jouer entre 30 et 40 %. Fait que vous voyez tout de suite au niveau, ce que j'appellerais thermique, au niveau d'efficacité de système et de volume d'entreposage, on joue à l'équivalent de 4 fois pour la même quantité thermique. Fait que ça faisait partie des analyses quand on parlait tout à l'heure de bien analyser un projet, ça faisait partie du tout.
Fait que, juste pour vous dire que le 7 au 9 septembre 2018, lors de la fête au village, il y a eu l'inauguration officielle du bâtiment, qui était, en passant, une messe célébrée par Monseigneur Grondin. Il y a eu plus de 1200 personnes qui ont participé aux activités, plus de 800 repas qui ont été servis et uniquement 2 sacs verts de déchets ont été générés. La cuisine collective, elle est toute équipée en vaisselle. Ça, il n'y a plus aucune assiette de plastique, de verre de plastique qui rentre dans ce bâtiment-là. Quand on parle de bâtiment efficacité et développement durable, c'était vraiment l'objectif qu'on s'était fixé et c'est ce qu'on atteint. Et ça fait 2 ans maintenant qu'on opère avec ce bâtiment-là. Enfin, voilà, merci beaucoup pour votre attention et merci de l'invitation. Je vous retourne le tout. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup, Monsieur le maire. C'était excellent. La table est vraiment mise maintenant pour les questions et les échanges entre vous et mon collègue Étienne. Alors, Étienne, je t'invite à amorcer la période d'échange et de questions. Oui, excusez-moi, ma connexion n'est pas très bonne. Je vais essayer de me reconnecter. Écoutez, je veux d'abord vous remercier. Merci à toi, Simon. Je veux vous remercier pour vos 4 présentations extrêmement intéressantes, très concrètes, qui permettent d'alimenter beaucoup notre réflexion. J'ai fait l'inventaire il y a quelques années avec des collègues de l'UQAM. On a plus de 4000 lieux de culte catholiques au Québec. C'est important d'en garder un certain nombre parce que, finalement, c'est des repères historiques. Évidemment, mais vous l'avez tous très bien dit, c'est des lieux de centralité, c'est des lieux de sociabilité vraiment importants. Évidemment, quand on est en présence, puis là, il y a les églises, puis il y a une chose dont on ne parle pas, mais c'est les propriétés conventuelles. Les couvents, les monastères. Lorsqu'on est en présence d'églises, ça ne va vraiment pas de soi. Puis je pense que vos présentations le soulignent bien, il faut faire preuve d'ingéniosité. On chauffe du mètre cube. On n'est pas en présence de pieds carrés. Pourtant, il faut requalifier du pied carré. Donc là, les enjeux de conversion sont vraiment à plusieurs niveaux. Évidemment, on l'a vu du point de vue environnemental, social beaucoup, mais économique également. Puis là, je veux vous féliciter vraiment pour tout ce qui a été fait. Écoutez, je vais vous poser 4 blocs de questions. J'ai vu que le temps a filé, puis qu'il y a eu quand même plusieurs interventions dans le chat. Vous avez, pour certains, déjà abordé des dimensions des questions que je vais vous poser. Donc, je vous les poserai comme on fait un panel, c'est-à-dire à tour de rôle, si vous le voulez bien. Puis, je sais que pour ceux qui auront déjà développé les questions que je vais poser, vous pourrez compléter le cas échéant à votre convenance. La première question que je voudrais vous poser, elle a peut-être été moins abordée, enfin moins directement dans les 2 premières présentations, donc celle de M. Caron et de M. Bérubé, puis elle a été plus abordée dans celle de Mme Pellerin et M. Savoie. C'est la place des citoyens. Je voudrais savoir finalement quel rôle les citoyens ont joué ou sont appelés à jouer dans vos projets. De quelle façon on sollicite, qu'on pourrait dire, l'input des citoyens? Donc, je ne sais pas, est-ce que je peux, Simon, si ça te convient, peut-être que je passerai la parole rapidement à tour de rôle à nos 4 présentateurs. Oui, je pense qu'on va prendre, on va commencer avec M. Bérubé de Saint-Pacôme. Après ça, on va prendre Julie puis M. Savoie. Allez, M. Bérubé. Merci beaucoup. Du côté des citoyens de Saint-Pacôme, c'est relativement limité parce que l'initiative, comme je le parlais, provient d'une entreprise qui s'est établie à Saint-Pacôme, l'entreprise Inno 3B, qui a créé les Jardins du Clocher, l'OBNL, pour être en mesure d'acheter d'une part l'église et de la convertir. Donc, c'est vraiment plus privé que municipal. Pourquoi la municipalité est impliquée dans le contexte de Saint-Pacôme? C'est dans l'esprit de la subvention climat municipal phase 2. Et on me posait la question sur le chat, je ne l'avais pas encore répondu. C'est strictement dans ce volet municipal phase 2, une contribution que la municipalité doit donner financière. Donc, on a donné 50 000 $ sur 3 ans. Donc, ça, c'est la contribution municipale qui vient des taxes des citoyens par la force des choses et pour laquelle la phase actuelle de ce programme est de mettre évidemment de la formation auprès des citoyens. Alors, il n'y a pas d'implication citoyenne, mais c'est surtout l'inverse. C'est que Jardin du Clocher doit former par petits groupes là, de 5 à 8 personnes
les citoyens pour venir visiter l'église avec sa nouvelle configuration et également là, les sensibiliser à la réduction là, du transport qui se fait quand on achète des légumes. Donc, c'est dans cet esprit-là. Donc, il n'y a pas d'implication citoyenne parce que c'est privé, mais il y a un volet, là, comme je le mentionnais, inverse, de faire participer les citoyens là, à cette nouveauté d'achat local. Merci beaucoup, M. Bérubé. Très instructif. Merci. Donc, Simon, est-ce qu'on poursuivra avec M. Caron? C'est bien ça? Ben là, on va épargner Saint-Paulin pour l'instant. On va insister sur Sainte-Sophie-de-Lévrard puis Saint-Valérien. Fait que Julie de Sainte-Sophie-de-Lévrard, allez, vas-y. Bien, comme je vous le mentionnais, là, les citoyens sont au cœur du projet. Ils l'ont été dès le début, mais ils le sont encore présentement très, très activement. La municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard, comme je vous le mentionnais, ne voulait pas être le porteur du projet avec une optique de vitaliser son milieu quand le milieu n'adhère pas nécessairement. Et on s'entend que souvent, les projets vont être appelés à évoluer au fil du temps. C'est un projet qui a été démarré en 2016. On est en 2021. Donc, il a évolué entre les deux. Mais pour vous montrer l'importance aussi de consulter les gens, autant les citoyens que les organismes du territoire, tantôt, je faisais un petit clin d'œil sur le volet signature qu'on vise. Le volet signature, même si on a démarré les consultations en 2016, le volet signature et l'idée, le concept est né en décembre 2020. Donc, de cette année et ce volet signature-là qui va me faire plaisir de vous parler possiblement lors d'une prochaine rencontre, mais il a été conçu en faisant du pouce sur les idées d'autres intervenants. Donc, on avait un besoin qui était émis par un intervenant au niveau éducationnel. Et par rapport à ce besoin-là, ben, c'est venu bonifier en fait et avoir un impact sur nos autres organismes, c'est-à-dire que nos aînés, on dit c'est un volet qu'on voudrait bénéficier. Donc, des fois aussi, plus on est de gens qui mijotent, plus c'est facile de trouver les idées novatrices. On a tous un défi. Dans chaque communauté, il y a une église. En majorité du temps, le Québec s'est bâti de cette façon-là. Donc, on fait tous face au même défi. Fait que c'est de trouver l'orientation qui nous est propre et de trouver aussi la voie qui s'implique dans notre milieu en étant visionnaire comme les gens de Saint-Pacôme aussi, en trouvant d'autres moyens de... dans notre cas, nous, on en est, même après les fêtes, on en est à faire le règlement de citation pour l'Église. On a plusieurs démarches déjà d'établies en parallèle à notre comité local du patrimoine qui, lui, fait la vigie au niveau patrimonial. Mais au niveau collectif, on a des comités de travail selon l'éducation, l'entrepreneuriat. Donc, on en est à former le tout pour vraiment penser toutes les idées et les vocations en fonction d'eux, mais surtout en bénéficiant des bonnes idées de tous. Ce sera toujours la municipalité qui aura le dernier mot. Des fois, on a des idées un peu plus folles, mais du moins, dans notre cas, entre autres, le volet signature pour lequel on a une bonne écoute, est né de discussions dont on n'aurait pas envisagé si on ne l'avait pas fait, cette discussion-là avec les intervenants. Fait que c'est vraiment, tant qu'à nous, le maillon clé. Puis comme je vous le disais, dans le financement, beaucoup de fonds autres qu'en environnement qui pourraient être pris en charge aussi vont vous le demander de toute façon. Fait que, on suggère de le faire dès le début. Nonobstant, si c'est un projet qui est fait comme à Saint-Pacôme dans le privé, je vois quand même l'implication des gens à l'intérieur, mais dans notre cas, c'est l'inverse. C'est vraiment issu d'un besoin du milieu, puis c'est en évolution. À chaque étape, dans le fond, que ce soit pour l'achat de l'église ou autre, les citoyens ont été consultés puis ont eu à se positionner. Donc, la municipalité n'aurait pas, entre autres, fait l'achat d'église si les citoyens n'adhéraient pas au projet. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que nous, on privilégie de travailler. Merci beaucoup. Il y a M. Caron, finalement, qui aimerait intervenir de Saint-Paulin. Allez, vas-y, Alexandre. Oui, merci. Tout simplement pour signifier que, bien qu'on est, nous, dans les stades préliminaires quant à la conversion énergétique du système de chauffage de notre Église, je veux souligner pour répondre à M. Berthold que pour le Conseil actuel, depuis plusieurs années, la consultation des citoyennes est très importante. Des plans stratégiques ont
ont été élaborés pour l'acquisition de l'Église en tant que telle aussi. Les citoyens ont eu le topo complet, si on veut, là, pour orienter le conseil dans sa prise de décision. Tous les différents tenants et aboutissants au niveau de la vocation à donner à l'Église, ça fait partie aussi de notre questionnement actuel, à l'heure actuelle. Voilà. Puis, toute la question au niveau du chauffage, au niveau des coûts aussi que la municipalité a à envisager dans son projet de mise à l'heure, mise au jour, ou comment dire, la nouvelle vocation que l'Église aura, ben, ce sont des sujets sur lesquels la population est très fréquemment consultée. C'était vraiment juste pour intervenir au niveau du fait que ce que nos citoyens ont à dire et ce qu'ils en pensent, ben, c'est important, bien sûr. Merci. C'est bon, ça. Mais, M. Savoie, je suis sûr que vous avez quelque chose à dire là-dessus parce que au départ, je pense que votre projet a mené, entre autres, à rajeunir un peu votre population. Ça se peut-tu? Tout à fait. Et puis, en plus de ça, l'avenue de nouveaux bénévoles, je vais juste mentionner un élément qui est important pour les gens qui sont sur ce type de projet-là. Vous devez le passer avant, pendant et après. Fondamental. Que ce soit pour peu importe le volet environnemental, social ou bien économique. Au niveau social, donc au niveau consultation, évidemment, je vous mentionnais dans la présentation qu'on a eu 2 phases de consultation avant le projet. Mais l'élément ou l'idée la plus géniale qui a été mise en place, mais il faut dire que j'ai un groupe de bénévoles au sein de la communauté assez dynamique, ce qui fait que j'ai pu me permettre de proposer la mise en place d'un OBNL qui regroupe tous mes organismes avec représentants des jeunes, représentants au niveau de la responsable de la bibliothèque, donc tous les gens, les organismes forment ce conseil d'administration de cet OBNL-là. Et ce qui s'est passé, et pendant l'élaboration du projet, j'avais un comité de projet qui était en place, dont le président de cet OBNL-là assurait le pont entre la municipalité, les entrepreneurs et architectes et les organismes du milieu. Fait que l'élément pendant le projet, quand il a fallu s'ajuster continuellement parce qu'il y a des défis de jouer dans un bâtiment ancien, donc on avait toujours cette courroie de transmission-là du pendant et plus loin que ça maintenant, le après. Ça veut dire que la municipalité, je n'avais pas le goût de me trouver avec une surcharge de travail à gérer ce que j'appellerais des conflits d'usage. Donc, l'élément qui a été fondamental vis-à-vis de ça, et ça, aujourd'hui, je trouve que c'est l'une des plus belles idées, là, je vais me le ramener que j'ai eu, j'aime bien, c'est-à-dire que c'est un protocole d'entente qui délègue la gestion du bâtiment à cet organisme, à cet OBNL-là, qui assure la gestion avec les organismes communautaires du milieu. Nous, on s'assure de l'entretien du bâtiment, mais c'est un protocole d'entente. Toute la gestion des salles, les revenus en regard avec ça, les événements, les activités, les usages, c'est géré par cet OBNL-là. Quand on parlait de l'importance du volet social et de consultation, bien, nous, ça a abouti à la mise en place de cet OBNL-là. Et quand je dis que j'ai une dynamique du milieu assez exceptionnelle, bien, juste pour vous dire que mon président de cet OBNL-là, c'est le directeur adjoint du Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent. Donc, j'ai une clientèle quand même assez privilégiée au sein de ma petite communauté. Et évidemment, on ne fait pas ça tout seul, là. Mais d'avoir ces éléments ou ces acteurs-là dans mon milieu a fait qu'aujourd'hui, ben, nous, on ne gère qu'évidemment l'aspect d'entretien du bâtiment, mais toute la dynamique du milieu, elle est prise en responsabilité et gérée par le milieu. Voilà. C'est bon. Simon, est-ce qu'on peut y aller pour... Là, je vois que le temps avance. On a 2 questions qui nous ont été posées sur le chat, dont une qui vient d'être répondue en grande partie par nos présentateurs. Est-ce qu'on peut y aller pour une autre ronde de questions à ce stade? Oui, vas-y. Oui, OK. Donc, ben, merci pour vos précisions. Il y a une autre question que je voudrais vous poser. Ça peut sembler peut-être plus évident dans certains cas, notamment parce que M. Bérubé nous a parlé, donc l'agriculture, on parle de circuits courts, donc très peu d'intermédiaires dans ce cas-ci entre la production et la distribution. J'aimerais savoir dans vos projets, c'est quoi l'inscription de vos projets dans l'économie régionale?
Donc, quel écho vont avoir vos projets par rapport à l'économie régionale? Parce que vous êtes quand même, pour la plupart, j'ai remarqué, dans des régions où la foresterie, on a beaucoup de petits producteurs privés aussi, est encore très présente. Donc, je ne sais pas quel genre c'est quoi l'inscription de vos projets par rapport à l'économie régionale? Je ne sais pas, Simon, tu veux qu'on procède dans quel ordre? On peut poursuivre la même ordre que j'ai faite là. On va commencer avec M. Bérubé, puis ensuite Julie, ensuite M. Savoie, puis si M. Caron veut intervenir, il pourra intervenir. Alors, au chapitre là, de l'interaction régionale, là, ou en fait la MRC dans un premier temps, la pousse ou la culture de produits faits par les Jardins du Clocher, évidemment, c'est relativement limité. Hein? Ce n'est pas là qu'on va acheter des betteraves ou bien non des carottes. C'est plus des légumes en feuilles que la technologie permet aujourd'hui. Donc, la synergie qui existe avec les producteurs locaux, parce qu'on m'a posé également la question, là, est-ce que les producteurs locaux visent ou voient une compétition avec les Jardins du Clocher? Oui, partiellement, mais non dans la plupart des cas, parce que la culture que font les maraîchers locaux fait en sorte qu'ils vont avoir un site où ils vont pouvoir écouler également leur production. Donc, améliorer encore plus là, les circuits courts. C'est-à-dire que moi, si je suis, par exemple, dans la municipalité de Saint-Philippe-de-Néry et que je fais de la culture de betterave, je prends cet exemple-là, ou d'autres produits qui ne sont pas produits par les Jardins du Clocher, mais l'Église de Saint-Pacôme devient, de par leur marché public, parce que je ne l'ai peut-être pas suffisamment mentionné tantôt, mais c'est un marché public avec des produits faits à l'Église, mais des produits aussi des producteurs environnants. Alors, à cet égard-là, il y a une synergie partielle. C'est sûr que si un des producteurs maraîchers fait de la culture de salade, et il va peut-être être un petit peu plus en compétition avec ceux des Jardins du Clocher qui sont considérés bio, soit dit en passant. Alors que ça peut causer peut-être un petit problème, mais qu'on n'est pas rendu là encore au moment où on se parle. Alors voilà. Merci. Julie? Oui, bien, en fait, au niveau de l'impact au niveau régional, il y a comme plusieurs impacts qui sont attendus. C'est-à-dire que, on parlait tout à l'heure de favoriser, dans ma présentation, de favoriser l'accès aux équipements et aux infrastructures dans le projet de l'Église. Dans la grande salle, il y a effectivement de viser l'implantation d'équipements techniques pour tout ce qui s'attache à l'art de la scène. Mais quand je vous parlais également de la cuisine qui n'était pas accessible, c'est un agrandissement qu'on fait dans l'Église, un peu comme Saint-Valérien. Ça va être une cuisine qui va être toute équipée de façon professionnelle. Quand on parlait de l'impact régional, là, je l'ai autant du côté communautaire, donc pas économique, mais exemple, dû au fait qu'on n'avait pas de cuisine adéquate, etc., les dîners communautaires du Centre d'action bénévole se déroulaient à l'extérieur de notre territoire. Donc là, on va rapatrier l'ensemble de l'œuvre. Au niveau scolaire, les clubs des petits déjeuners sont préparés dans l'école primaire. Ce n'est pas adéquat. On ramènerait en fait ce volet-là également. Fait qu'il y a un impact régional communautaire, mais en parallèle, il y a un impact régional économique aussi. Encore là, je fais référence à mon volet signature, dont je ne peux pas vous parler pour l'instant, mais ce volet signature-là va bénéficier aux autres municipalités qui sont autour et a pour but de non seulement favoriser la formation dans un volet qui est très spécifique et novateur, mais qui va permettre après ça de vendre, entre guillemets, ce volet novateur-là à l'externe. Donc, je sais que c'est quand même global, mais c'est pour vous donner une idée que oui, on a un impact régional au niveau communautaire de par les services qui vont pouvoir revenir et être centralisés. On a un impact sur les autres municipalités parce qu'on va posséder la salle la plus grande ou adéquatement aménagée avec les technologies des arts de la scène et au niveau toute technologie tout court. Donc, c'est sûr que ça va être appelé. Lors de l'achat de l'Église, on a déjà eu des demandes pour des congrès, des formations, des galas et présentement, on n'est pas adéquatement aménagé. Donc, il y a un besoin et un besoin qui est plutôt régional, tout comme local. Mais de par les formations qui vont y être offertes aussi de concert avec le centre de service
sur la riveraine, possiblement. Mais à ce moment-là, on a aussi un impact régional à ce niveau-là, qui va nous permettre de former des gens dans un domaine très spécifique, dans le but qu'il y ait des acquis et qu'ils puissent trouver des emplois dans des domaines, dans ce domaine-là spécifique qui va être attaché à notre signature. Donc, on a plusieurs impacts régionaux. Certains amènent des revenus, d'autres non, mais nous ramènent, dans le fond, les services dans notre communauté là, de façon plus exponentielle. Merci beaucoup. Monsieur Savoie. Va falloir que je te raconte, Julie, parce qu'il y a beaucoup de similitudes à travers ce que l'on a fait puis ce que l'on est en train de faire aussi. Si je regarde pendant l'élaboration du projet, évidemment, toute la question des choix des matériaux bois, la grande poutre que vous avez vue qui sépare l'hôtel de la grande salle, ça vient de Saint-Jean-Port-Joli, de Art-Massif. Donc, on a favorisé évidemment l'utilisation du bois. L'élimination de 15 000 litres de mazout maintenant les granules. Vous savez que quand vous achetez du mazout, il reste à peu près 5 % de ce que vous dépensez dans l'économie locale ou régionale par le transport, c'est à peu près tout. Là, maintenant, nos granules nous arrivent soit de Saint-Jean-Port-Joli, soit du Témiscouata, puis là, il y a un troisième producteur qui s'enligne du côté de la Matapédia. Donc, c'est des argents qui se restent dans la région. Du côté, évidemment, de la cuisine collective, l'élément qui est intéressant, les fameux légumes mal aimés. Bien, évidemment, pour nos producteurs, sont transformés vis-à-vis de nos bénévoles parce que la cuisine collective autonome du MAPAC, ce qui sert aussi pour les petits déjeuners, Julie, comme tu mentionnais, puis ainsi de suite. L'autre élément qu'on a fait des impacts qui est social, mais économique aussi, c'est-à-dire qu'avant, pour les familles qui étaient les plus démunies, qui avaient des besoins d'aide alimentaire, ils devaient se déplacer vers Rimouski. Maintenant, le centre communautaire est devenu le pôle de distribution des paniers de l'organisme Moisson Rimouski-Neigette, où est-ce que les gens maintenant viennent au centre communautaire chercher leur aide alimentaire. Ce qui fait que le 14 km aller, 14 km retour pour ces familles-là, puis souvent c'était plus que ça parce que quand on va dans les rangs, c'est beaucoup plus que 14 km aller, 14 km retour. Donc, j'ai tout l'impact sur la diminution de l'utilisation de véhicules d'essence par rapport à le repatriement de services de proximité fait partie des éléments qui touchent directement le portefeuille des citoyens aussi. Et je pourrais en nommer d'autres volets en regard avec ça, mais voyez un peu la philosophie qui est en arrière, c'est si on rapproche tous les services de proximité, on diminue de beaucoup pour les citoyens qui s'approvisionnent en services auprès des centres urbains principaux. On vient de réduire de beaucoup les impacts environnementaux, mais aussi les impacts économiques du portefeuille de chacune de ces familles-là. Voilà. Super beaucoup. Merci beaucoup, M. Savoie. Il y a M. Caron qui voulait intervenir. M. Caron. Oui, bien simplement remercier, dans le fond, mes homologues panélistes parce que c'est bien évidemment un des objectifs qu'on a ici à Saint-Paulin, qu'à terme, la nouvelle vocation de l'Église permette, dans le fond, de développer économiquement, socialement, humainement notre territoire. Puis tout ce que j'ai entendu, bien, dans le fond, est très inspirant. OK, good. Étienne, je pense, j'ai regardé un peu les questions sur le chat, mais je pense que tu peux terminer avec un bloc de questions, si tu en avais une autre. Là. Oui, j'en aurais eu deux autres, mais on va aller à l'essentiel. Peut-être que ça va vous sembler un petit peu étrange, mais c'est quand même la base de l'Église. Puis je sais que M. Savoie en a parlé beaucoup dans sa présentation. Il y a M. Caron aussi qui en a parlé un petit peu en évoquant la transformation de la sacristie. Je voudrais savoir, dans vos 4 projets, là, parce qu'il reste quand même des pratiquants, je voudrais savoir, dans vos 4 projets, les croyants et les pratiquants, ils se sont manifestés comment ils ont vu les projets? Parce que, tu sais, c'est quand même, je m'explique, un enjeu qu'on a, c'est de garder l'esprit communautaire. Ça, c'est ça, lorsqu'on transforme une propriété conventuelle ou une église. Est-ce qu'on va laïciser de part en part pour autant? Je ne le sais pas, c'est à nous de voir, mais comment les croyants, dans le fond, qui sont allés vous voir, comment ils ont perçu votre projet? M. Bérubé, on commence avec vous. Dans le contexte de l'acquisition qui a été faite par les Jardins du Clocher auprès de la fabrique, il y avait une clause qui précisait qu'il fallait un certain mètre carré de protection pour préserver le culte. Évidemment, il ne sera plus à la même place, il ne sera pas fait avec tout le décorum qu'il y avait autrefois, c'est-à-dire l'hôtel comme il était et toutes les statues, etc. Donc, il y a un coin relativement sobre par rapport à tout le métrage de l'Église. Alors, ça fait partie de l'entente et actuellement, parce qu'on est en construction, du côté là, des tours dans l'Église, l'air
et va être aménagé, mais pour l'instant, ils sont dans la salle municipale, qui est un bâtiment à part pour la période là, de construction. Mais ils vont retourner dans ce petit coin aménagé pour eux, prévu dans l'entente. Alors ça, c'est ce que Saint-Pacôme prévoit actuellement. Évidemment, vous êtes tous conscients là, qu'on n'a pas une foule terrible là, qui utilise les services là, du culte. Là, hein. Il y a à peu près 35 à 40 personnes dans la municipalité qui vont encore là, à la messe, là, on va dire ça comme cela. Et donc, c'est une population vieillissante. Alors, on n'a pas eu chez nous, là, dans un contexte où on préservait quand même un lieu, on n'a pas eu là, de contestation comme telle, puis ça a bien passé. Dans l'esprit où la fabrique, là, mais leur vendait qu'on peut maintenant conserver quand même le côté bâtiment patrimonial là, que les gens voulaient voir conservé. Merci beaucoup. C'est bon, Julie, de ton côté. Bien, comme je vous le mentionnais, dans le fond, la fabrique a été impliquée dès le début dans le sens où, comme toutes les fabriques, il y avait un besoin au niveau d'un soutien monétaire parce qu'effectivement, le nombre de participants aux messes et autres activités a diminué. Donc, ils se retrouvaient avec des gros coûts à supporter. Quand la municipalité de Sainte-Sophie les a rencontrés, il y avait deux volets qui étaient primordiaux, c'est-à-dire la préservation du patrimoine d'architecture, patrimoine bâti de l'Église et de la mise en valeur de certains éléments. Mais il y avait aussi un volet où, du côté de la municipalité, il y avait une volonté de désacraliser l'Église, vraiment, pour la rendre en centre communautaire. Donc, on se retrouvait à la croisée des chemins, d'avoir un besoin du milieu et d'avoir également à trouver un facilitant. Dans notre cas, nous, ça en a résulté dans l'acte de vente. Lorsque la municipalité a fait l'achat, dans le fond de l'Église, il a été mis à l'intérieur de l'acte de l'achat que l'Église devenait à ce jour en priorité un centre communautaire. Dans l'entente, la fabrique ont un espace de rangement où ils peuvent mettre leur équipement, tout comme la FADOC a un espace de rangement, tout comme les autres organismes. C'est-à-dire que la fabrique est considérée comme un autre organisme à but non lucratif qui utilise l'Église. Donc, dans l'entente, oui, il y a une mention qu'ils sont autorisés à utiliser l'une des trois salles, et pas nécessairement une identifiée, mais l'une des trois salles selon leurs besoins et à condition qu'elles soient disponibles. Dans notre cas, ça a été peut-être plus facile à porter dans le sens où la fabrique gère est présente dans plusieurs petites municipalités autour de nous. Donc, dans notre cas, nous, advenant le cas où les trois salles seraient réservées, mais que la fabrique a besoin pour un service funéraire, il reste d'autres églises où ils peuvent se déporter. On n'est pas les seuls et uniques. Mais par contre, en faisant cette formule-là, nous, ça nous permettait d'enlever le chapeau, de mettre plutôt le chapeau désacralisé. Et le petit clin d'œil de M. Savoie par rapport à ce volet-là, là, je vous dirais que ce volet-là, qui est gros comme ça, peut avoir un impact ça de gros sur votre financement. Même ça de gros. C'est-à-dire, je vais même me mettre dans l'auréole, là. Mais c'est une des pierres angulaires au niveau du financement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de financements qui demandent à ce que vous démontriez que votre Église est désacralisée, qu'elle n'est plus un lieu de culte. Et si vous ne le démontrez pas, si cette entente-là n'a pas été prise au départ, il y a beaucoup de fonds dont vous n'aurez pas accès. Dans certains cas, effectivement, on aurait pu dire, on attribue la sacristie à la fabrique uniquement. À ce moment-là, probablement que dans les fonds, cette section-là aurait été retranchée. Dans notre cas, nous, c'était une volonté de rendre accessible à tous. Donc, j'ai une demande pour, je vais vous dire n'importe quoi, une célébration bouddhiste. Je l'accueille autant que je l'accueillerais pour une demande d'un party de famille ou une demande de ma fabrique. Mais vu que la fabrique a été impliquée dès le départ, c'est dans l'acte d'achat où on a vraiment établi qu'est-ce qui était conservé par la fabrique, qu'est-ce qui était conservé, qu'on a établi cette formule-là en tenant compte du fait qu'effectivement, oui, on veut garder le lieu de culte du côté de la fabrique, mais en se rappelant que les démarches viennent du fait qu'on a un gros bâtiment à faire vivre et que là, on n'est pas plus avancé si la municipalité fait l'achat, mais qu'elle n'a pas accès au financement.
Donc, c'est un point qui est petit, mais qui est primordial à ne pas oublier dès le départ. Puis de là vient aussi là, que la fabrique est impliquée à tout moment, même au niveau des factures de 1900 tranquilles d'électricité. Quand ils étaient les gestionnaires, bien, ils sont impliqués pour calculer notre consommation, etc. Donc, l'apport ou l'accueil a été bien pris dans cette optique-là parce que ça nous permettait de conserver le bâtiment puis de continuer d'offrir des services. Je fais du pouce sur monsieur Savoie aussi au niveau de l'impact économique, d'avoir des services dans un village, de rapatrier une cuisine collective, une popote roulante, etc. C'est ce qui va faire vivre nos villages dans l'avenir. C'est ce qui va amener de nouveaux arrivants en étant novateurs, mais c'est ce qui va faire que nos villages ne se videront pas de leur population. Donc, ça n'a peut-être pas un impact direct en frais de revenus d'avoir une popote roulante, une cuisine collective, mais en impact indirect à moyen et long terme, c'est ce qui va faire que la communauté va être choisie par des nouveaux arrivants parmi tant d'autres. Fait que voilà. OK, super. Monsieur Savoie, très rapidement. Très rapidement, Julie, c'était probablement le défi le plus majeur que j'ai eu concernant la question du culte. On a contourné la loi par avis de ma firme juridique sur lequel que j'ai pu procéder dans un premier temps par la question du droit d'usage que j'expliquais tantôt. Donc, j'avais toujours ma fabrique. Le droit d'usage, ça venait complètement transformer la notion de culte au sens de la loi vis-à-vis un usage. Donc, il existe cette disposition-là. Toutefois, évidemment, ça ne m'a pas empêché d'aller vers les subventions en procédant de cette façon-là, en accordant un droit d'usage par acte notarié à la fabrique. Toutefois, il fallait comprendre que là, c'est allé au niveau jusque du contentieux juridique du gouvernement du Québec. Et au moment qu'ils sont arrivés pour verser première subvention dans le cadre du programme Infrastructure Québec Municipalité, là, il y a un drapeau qui est levé là-bas en disant non, on n'aura pas le choix, on va retenir votre versement par rapport au fait que le dossier s'en va vers le contentieux juridique du gouvernement du Québec. Toutefois, au même moment où à peu près ma fabrique, juin 2019, par manque de relève, s'est dissoute. Donc, j'ai eu un timing exceptionnel. De par dissolution et le fait que j'avais à mon contrat d'acte notarié que la dissolution de la fabrique enlevait ce droit d'usage-là et que la municipalité récupérait l'ensemble de l'usage du bâtiment parce qu'au droit d'usage était octroyé l'hôtel et évidemment la sacristie. Ce qui fait que là, en revenant comme ça, le gouvernement du Québec n'a pas eu le choix de commencer les versements de la subvention parce que je venais complètement d'enlever l'élément qui était en conflit au sens de deux lois vis-à-vis ça. Donc, la neutralité religieuse versus la question de droit accordé par le droit d'usage par acte notarié versus que vu c'était une donation. Donc, j'ai été vraiment privilégié en regard avec ça, mais l'élément sur lequel il faut comprendre par la suite, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui m'empêche à l'heure actuelle de pouvoir, à ce qu'un organisme, exemple l'ordre de funérailles, qui ait effectivement une messe funéraire qui utilise le local et c'est permis à toute la population, à qui que ce soit, de venir voir ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Donc, les portes ne sont jamais fermées à qui que ce soit sur un usage qui est fait à l'intérieur du bâtiment, mais c'est tiré par les ficelles. Donc, je dois faire très attention parce que la notion de culte, c'est une notion qui est vraiment de très haute sensibilité au niveau du gouvernement. Il n'y a aucun fonctionnaire qui a voulu oser m'empêcher d'avoir droit à la subvention. C'est au paiement que là, ça a commencé à jouer la game. Je tenais à vous le préciser. C'est un élément majeur et un enjeu majeur, effectivement. Voilà. Bon, merci beaucoup, M. Savoie. Étienne, on va arrêter les échanges ici. Il va falloir mettre fin au webinaire. Donc, clairement, on a des beaux cas de conversion énergétique des bâtiments et ça va au-delà de l'énergie. Oui, il y a des ressources et des démarches, certes, mais partager les bons coups et les trucs d'une municipalité à l'autre comme on fait aujourd'hui, c'est clairement facilitant. Étienne, as-tu un dernier mot à nous dire? Je voudrais remercier les 4 présentateurs. Vous avez fait preuve de beaucoup d'ingéniosité. On est en marche aussi vers ce qu'on appelle la conservation du patrimoine, évidemment, mais dans une logique aussi d'économie circulaire où tout le monde y gagne. Puis à travers ça, il y a beaucoup d'innovation sociale. Donc, les ressources de l'université seront toujours là aussi pour vous appuyer là, aux besoins. Merci. C'est bon. Merci beaucoup, Étienne. Encore merci aux conférenciers pour avoir partagé votre précieuse expérience. Merci encore aux collaborateurs de l'événement, la SADC de la MRC de Masquinongé, la SADC de la Vallée de la Batican, celle de Nicolas Bécancourt et Environnement Mauricie. Et au nom de Victoriaville, qui finance ma chaire de recherche municipale, soyez résilients et créatifs, alignez vos champions, vos citoyens, placez vos petites et moyennes municipalités au centre de l'écosystème de recherche et d'innovation, revitalisez votre patrimoine religieux et devenez des modèles de carboneutralité. Merci à tous pour votre participation.
Merci, Simon, pour ton animation. Merci beaucoup, Simon. Yes. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je reste connecté. Ça vous tente d'échanger ou